Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, chers frères et sœurs. Nous continuons la présentation de l'ouvrage du docteur Bakayoko Abou. C'est sa thèse d'histoire qui est intitulée L'espace Mahou de l'établissement des Sia, c'est-à-dire les patriclans malinqués, à la présence coloniale. 16e siècle, première moitié du 20e siècle. Alors, il parle maintenant de la création de Sokourala et Madina. Alors, il indique ici que Sokourala est de fondation assez récente et que c'est Ibrahima Touré, venu de Sakaraka, qui se trouve en Guinée actuelle, qui a fondé cette localité-là vers 1840. Alors, il dit que ces Tourés-là sont originaires de Djenné. Alors, voilà, ils sont originaires de Djenné et que c'est ainsi qu'ils sont venus dans la localité. Voilà. Et ils ont créé justement cette localité-là. Alors, il indique que Madina, en référence bien sûr à la Médine de l'Arabie Saoudite, a été créée par Moussa Touré et Moussa Sanogo. Voilà. Donc, c'est deux personnes qui sont à l'origine de la création de Madina. Voilà. Et ensuite, il parle maintenant des relations entre certaines localités du Mahou. Voilà. Vraiment, la thèse du docteur Bakayoko Abou est très détaillée parce que il a vraiment mené des enquêtes auprès des différents patriclans, hein, ce qu'on appelle les SIA. D'ailleurs, vous voyez que dans le Mahou, hein, il y a un terme spécial qui désigne les patriclans. Hein. Ailleurs, on les appelle Djamou. Moi, ce n'est que le nom Djamou que je connaissais. C'est grâce au docteur Bakayoko Abou que j'ai su que, bon, ces patriclans dans le Mahou sont appelés SIA. Voilà, c'est important. Donc, ça montre le travail d'information qu'il a eu à faire, de collecte d'informations. Voilà, c'est comme ça. Alors, il parle par exemple des relations entre Kamasela, Touba et Koro. Alors, il parle justement des relations entre les Fatigas de Touba et puis les Diabatés de Kamasela. Il dit que ça y est, depuis que les Fatigas sont arrivés à Kamasela, parce qu'ils étaient en quête d'une terre fertile pour s'installer. Voilà. Il dit que les Diabatés ont servi d'intermédiaire entre les Djomandés et les Fatigas dans l'obtention du site de Touba. Voilà. Parce que, comme il indique, ce sont les Djomandés qui ont fait les guerres pour chasser justement des populations premières qui étaient dans la région. Et c'est ce qui a permis, disons, une installation massive des Malinqués. Voilà. Alors, concernant les relations entre Kamasela et Koro, il indique que Mian Mamou était un maître incontesté dans l'enseignement coranique et qu'il était le père d'un fils unique appelé Fodé. Alors, Mian Mamou avait pour élève Mian Moussa Bayo, à qui il enseigna sans réserve le Coran. Bon, il insiste beaucoup sur cet aspect de l'importance de l'islam dans le Mahou. Bon, évidemment, c'est très important pour ces populations-là. Il parle aussi des relations entre Kamasela et le village de Yo. Bon, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a mis le village de Yo entre Djémé. Alors, il dit que Kamasela était déjà habité par les habitants de Yo. Ces derniers étaient des animistes, tandis que Miankase et Mianyatié, les fondateurs de Kamasela, étaient des musulmans. Voilà, donc c'est ça. Voilà, sans doute que, bon,
il a fallu faire un effort pour convertir les habitants de Yo. Alors, il indique par exemple qu'en récompense, les habitants de Yo ont laissé quelques lieux sacrés à Kamasila. Un de ces lieux porte le nom de Bouakoni. Alors, les Diabatés de Kamasila n'ont jamais vénéré ces lieux car ils étaient musulmans. Les habitants de Yo, qu'on appelle aussi les Konyanwe ou Nwanigbe ou encore Koniyeyua, ont laissé ces lieux car pour eux, les prières des musulmans allaient détruire leur site sacré. Bon, il a écrit fétiche. Bon, il n'aime pas trop ce terme-là qui est un peu péjoratif. Alors, il dit qu'aujourd'hui, avec le développement de l'islam dans le Maou, ces lieux sacrés-là tendent à disparaître. Voilà, ça tend à disparaître. Il dit, bon, au terme de ce chapitre-là, il faut noter que l'actuel pays Maou, qui était occupé par les Dans, a été envahi par le clan Manding des Diomandé ou Kamara, venu du pays Konya, dans l'actuelle région de Beila. Alors il écrit le tronc, je sais pas ce que c'est, près de l'actuelle région de Kankan en Guinée, qui était habitée par les Mandés et des populations peules qu'ils ont soumises, étant son domaine jusqu'à la région d'Odiéné, d'où les populations sénoufos seront définitivement expulsées par les royaumes Bambara de Djara de Nafana. Mais en fait, il faut savoir que concernant les Sénoufos, les Sénoufos Nafana qui étaient dans la région d'Odiéné, dans un premier temps, ce sont les Diarasuba qui sont venus leur faire la guerre sur la demande des Sissé et des Kamaté. Voilà. C'est aussi l'un des aspects que montre la thèse de... Bon, il y a une thèse en tout cas sur la région de Diéné. Voilà, par Sidi Mohamed. Voilà, par Sidi Mohamed. Voilà. L'hégémonie du Mandé a été possible grâce, il dit c'est grâce aux prières d'Elhadj Moussa Bakayoko. Il insiste là-dessus, c'est parce que c'est un de ses ancêtres. Bon, d'accord. Fondateur de Koro et les autres familles musulmanes telles que les Chérifs, les Fatiga, les Sanogo. Et les familles guerrières, notamment les Bamba et les Kone. Ces nouveaux arrivants seront à la base de la création de l'espace Maou. En arrivant, ils occupèrent certains villages d'An et fondaient par la suite d'autres villages. Les villages créés fonctionnaient à l'image des empires soudanais. Bon. Alors, il dit qu'après l'installation de ces mandés nord-là, ceux-ci vont mettre en place une organisation sociale et politique de type traditionnel. Alors, donc, par la suite, on le voit, hein, il présente justement l'organisation sociale des Maouka, pour ne pas dire des Maou. Voilà. Il dit que la société malinké se distingue par son négoce et son attachement à la religion musulmane. Bon, on le sait. Cette société est composée d'hommes libres, les Horon, des captifs ou djons, et puis des castés, qui sont des artisans, etc. Dans le but de sauvegarder la pure lignée sanguine, Yerawoloya, le mariage avec toute autre caste leur est formellement prohibé. Bon, j'ai un peu expliqué dans une vidéo l'origine des castes. Hein. Bon. Les djons sont des acteurs importants du développement économique, tandis que les hommes de caste en sont pour le développement social. Bon. Mais aussi jouent un rôle quand même économique. Hein. Parce qu'il y a certains qui sont des forgerons. Ceux qui sont des forgerons, bon, ils produisent du matériel pour l'agriculture, pour la guerre, etc. Voilà. Alors, le docteur Bakayoko Abou parle justement des familles, des lignages, etc. Il dit l'unité fondamentale est la famille patriarcale de base, le loup, qu'on appelle loup. Elle est regroupée sous l'autorité d'un patriarche qu'on appelle Fa, ou Loutigi, ou encore le pater familias, le chef de famille. La succession est patrilinéaire. Tous les membres d'une famille sont solidaires les uns envers les autres et s'entraident. Voilà. C'est comme ça.
Alors, cette famille comprend les frères cadets, les fils du chef de famille, etc., leurs femmes, leurs enfants, etc., etc. On dit qu'à la mort, il dit qu'à la mort du fils, c'est son frère cadet qui prend la direction, hein, du lignage qu'on appelle loup. Voilà, c'est comme ça. Et puis donc, cela veut dire que c'est une affaire de génération. C'est-à-dire que ça passe de frère en frère, et puis ensuite, maintenant, ça s'en va vers les fils. Voilà, d'ailleurs, chez les Akans, du côté maternel aussi, c'est la même chose. Ça passe d'abord de frère en frère, en ligne maternelle. Voilà. Il dit les lignages minimaux et mineurs correspondent souvent à des quartiers qu'on appelle Kabla. Alors que le clan est lui dispersé sur d'immenses espaces et peut se retrouver dans plusieurs groupes ethniques. Ça, c'est vrai. Voilà, ça, c'est vrai. Par exemple, on trouve des Bambas dans le Maou, il y a des Bambas dans le Ourodougou, etc. Ouais, donc, c'est comme ça. Donc, le clan peut s'étendre à différents lieux de résidence. Voilà, ça, c'est ce qu'il essaie de montrer ici. Voilà. Il parle ici du clan, il dit le clan des Samankais, dont le nom signifie gens de l'éléphant, et qui ont effectivement l'éléphant comme tabou. Les cinq clans principaux des Sénoufo, à savoir les Soro, les Yo, les Silué, les Sekongo et les Tuo, portent chacun le nom de son tabou. Panthère, antilope rouge, arrêt blanche, singe noir, écureuil de terre et sanglier. Bon, est-ce que parce qu'ils ont trouvé les Sénoufo dans la zone. De manière générale, le nom du clan n'a aucun rapport, même lointain, avec le nom du tabou. Bon, ça dit que de l'animal totémique, en fait. Les indigènes disent que le nom de chaque clan était à l'origine le nom de l'ancêtre du clan, de celui qui l'a créé, mais ils ne paraissent pas en être certains, bien sûr. Ça, c'est à l'historien d'interpréter. Quelquefois, l'étymologie du nom de clan indique bien qu'il tire son origine du nom de l'ancêtre créateur du clan. Par exemple, le clan des Diomansi ou Diomandé chez les Mandingues, dont le nom signifie, bon, il met race, bien sûr, entre guillemets, ou enfant de Dioman, a eu pour fondateur un nommé Dioman. Mais le plus souvent, les noms de clans sont dus à des circonstances spéciales qui ont accompagné la formation du clan. Bon. Justement, il a pris ces informations auprès d'un informateur important qu'on appelle Diomandé Guamou. Voilà. Les membres du Kafo sont liés au même ancêtre et sont réunis sous une même autorité. Cette autorité est le chef de Kafo. Le chef de Kabla est l'équivalent du patriarche du patriarche. La succession à la tête du Kabla se fait en ligne collatérale. Le pouvoir du chef de Kafo décédé est transmis à la personne qui le suit immédiatement en âge après dans sa génération. Voilà. Lorsque tous les hommes d'une génération sont décédés, le pouvoir est transmis aux plus âgés de la génération suivante. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Voilà, c'est ça. C'est cela. Il dit la société malinké précoloniale était dirigée par l'aristocratie animiste des Tondigui, maîtres chasseurs, chefs de terre, cultivateurs et marchands. Cette société est patrilinéaire car le mode de succession est basé sur l'ascendance paternelle. Parce que bon, souvent les malinqués n'aiment pas parler de cette période où les ancêtres étaient des animistes. Enfin, animistes entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils suivaient la religion traditionnelle des ancêtres. Voilà, cette période qu'ils appellent Bamanaya. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont des bons musulmans, etc. Bon, mais ça... Il dit que chaque Kabla, c'est-à-dire chaque quartier où il y a des lignages justement, chacun a un certain prestige qui le relie justement au temps immémorial des ancêtres. Les Diomandés de Waninu et dans plusieurs villages du Maou sont respectés pour leur statut ancestral de propriétaire terrien. Ils sont suivis dans l'ordre protocolaire
suivis dans l'ordre particulier de la tradition par les Kone. Voilà. Parce que ça, ce sont des clans guerriers en fait. Les Bakayoko à Koro jouissent de l'aura de la piété de leur ancêtre El Hadj Moussa Bakayoko. Ils sont considérés comme de grands maîtres coraniques. Les Fatiga à Touba sont honorés du savoir intellectuel, savoir coranique de leurs ancêtres. Les Kalo à Koro ont le crédit d'avoir réussi à persuader entre le XIVe siècle et le XVe siècle les Soumaoro d'adhérer à la religion musulmane. Ils détiennent ce crédit-là de leur ancêtre Fodé Kalo, qui a été le principal acteur de cette persuasion. Les Soumaoro ont par la suite eu à Koro des maîtres coraniques, dont Kamomba, il a mis en parenthèse Karamogoba Soumaoro, décédé à la fin des années 1990. Au sein du Kabla se trouvent différents bonda qui signifie porte. L'étendue du bonda n'est pas très bien définie. Il peut se limiter aux enfants d'un même père ou rassembler les enfants d'un même grand-père. Voilà. Alors, il montre ici un tableau. Il y a un tableau qui résume la liste des 15 noms de Kabla du Maou ou Kabladou du Maou. Les accents des populations sont plus prononcés au fur et à mesure qu'on se déplace de Fumbeso au sud vers Borotou au nord. Cela a parfois eu un impact sur l'écriture de certains noms. Du fait de ces anomalies administratives, on a eu au moins 4 variantes du nom Bakayoko. Tous les porteurs de ces noms appartiennent au Kabla Bakayoko car ils ont le même ancêtre El Hadji Moussa Bakayoko. Voilà, quelquefois c'est ça. Bon, ils disent que quelquefois ces noms sont écrits Bagayogo, Bayogo, Bayo ou Bayoko. Bon, ça c'est lié en fait à l'administration. Hein. Alors, il y a une chose intéressante ici. Il y a les noms de loges. Hein, les noms de loges. Dans le tableau, il fait les noms de loges. Oh, j'en suis déjà à 17 minutes. Il dit par exemple les Bamba, les noms de loges, c'est Djukuru Bamba. Ils sont dans les localités de Touba, Koro, Bouaké, qu'on appelle aussi Baké, Ferentila, Kitengela, Kona, Belo, Borotou, Teko et Nyawe. Les Bakayoko, leur nom de loge c'est Laïmoussa Mouani. Ils sont à Koro, à Bayola, à Gentegela et Ferentila. Les shérifs, leur nom de loge c'est Aïdara. Or, quelquefois aussi, Aïdara c'est un Djamou. Voilà. C'est ça. Nom équivalent, c'est Traoré. Ils sont à Babouesso, Nyawe, Ferentila, Tiawe, Serifula. Les Diabaté ou Diabagaté. Bon, là, ici, il n'a pas indiqué leur nom de loge pour les Diabaté. Nom équivalent, c'est Soumaoro, c'est Meïté, c'est Kanté. C'est ce qu'il dit. Hein. Et ils sont à Kamasela, à Gbonzo et à Fouedougou. Les Diomandés. Leur nom de loge, c'est Koye ou Fingama. C'est Fingama. Voilà. Nom équivalent, c'est Kamara. Donc peut-être ils sont vraiment du même lignage que les Kamara. Hein. Alors les localités où ils sont, il y a Sianon, Boko, Waninou, Bianco, Touranou, Tienko, Yala, Dioma, Fumbeso, Guana, Guela, Golutulo, Gumbekoro et Nyanwe. Voilà. Maintenant les Dosso. Voilà. Voilà, les Dosso là, ils n'indiquent pas leur nom de prestige. Hein. Mais on dirait que bon, ils sont liés au Fofana aussi. Hein, et les localités où ils sont Borotou, Nyokoso, Sokurala, Maou, Desene, Bambadougou et Mimbala. Maintenant, les Doumbia, leur nom de prestige, c'est Koma. Eux aussi, ils ont des liens avec les Kourouma, les Koroma. Les villages où ils sont Koro, Waninou, Touba et Ferentila. Effectivement, on sait que les Kourouma et puis les Doumbia sont de même extraction, ils ont les mêmes ancêtres. Alors, pour les Fatiga, leur nom de prestige, c'est Doubassi. On les trouve à Touba, Toutier, Nyaoui. Non, vraiment, on voit que le docteur Bakayoko Abou a fait vraiment un travail de fou. Alors, la famille Kalo, leur nom de prestige, c'est
Yangouba. En fait, les noms de précis, c'est un peu comme des surnoms pour exalter le nom de la famille, en fait. Voilà, eux aussi, ils ont des liens de famille avec les Doucouré. Voilà. Et dans les localités où ils sont Koro, Sokourala, Maou, et puis Gentegela. Les Kone, leur nom de précis, c'est Kamura. Ils sont à Boko, à Niawe et puis Gentegela. Les Sako, là, ils n'indiquent pas le nom de précis. On les trouve à Touba, à Madina et puis Mimbala. Les Sanogo, leur nom de précis, c'est Doukala. On les trouve dans les villages de Niawe, Ferentela, Mandougou, Sankoro, Belo, Tchekomandougou. Les Soumaoro, leur nom de précis, c'est Yakoti Fede. Ah, ils ont des liens avec les Kanté, les Meïté, les Diabaté. Alors, leurs localités sont Koro, Boko, Tiasso, Nimbila, Ferentela, Kamasela, Bozo, Sonankoro et Niawe. Les Touré, leur nom de précis, c'est Mandjou. Ouais, Mandjou, ouais, c'est ça. Leur nom, c'est Mandjou. Je viens de cette chanson-là, hein, peut-être pour honorer le président Sékou Touré. Voilà. Touba, Touresso, ce sont là les localités où on les trouve. Fumbeso, Gentegela, Sokourala, Maou, Fouena, Madina, Ferentela, Niawe. Les Madiga, eux, ils n'ont pas de nom de précis, mais on sent bien que les Madiga, ils concernent vraiment les populations d'extraction mandé sud que les Mandingues ont trouvé. Alors, ils ont des liens de famille avec les Keïta. Alors, les localités où ils sont Sianon, Belo, Yo, Santa et Saboudougou. Les Kané, là on n'indique pas le nom de prestige. Ils sont à Sirakolo et puis Zo. Voilà, c'est cela. Donc, c'est cela. Maintenant, il aborde un peu le côté social. Oui, le côté social, ceux qui jouent certains rôles, etc. Bon, ce côté-là, on pourra le laisser. Donc, je peux dire qu'on peut s'arrêter là. Quant à la présentation de l'ouvrage, de la thèse de Bakayoko Abou, qui est vraiment fouillé avec beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Ça, c'est vraiment le Maou. C'est l'ouvrage qu'il faut consulter. Je voudrais féliciter ici le docteur Bakayoko Abou pour ce travail qui a été fait. Mais si nous-mêmes les Africains, nous ne faisons pas l'histoire de nos ancêtres, qui va le faire? Et il y a des gens qui ne comprennent pas cette importance-là. Les Blancs, ils ne jouent pas à l'histoire de leurs ancêtres. Pourquoi est-ce que pour nous ici, certains par, je ne sais pas, par complexe d'infériorité, veulent minimiser l'histoire de nos ancêtres africains pour dire, mais ça, on va faire quoi avec? C'est vraiment malheureux. Alors, je suis le professeur Alou Kwame René. J'ai présenté ici la thèse du docteur Bakayoko Abou sur le Maou. C'est un espace des Malinké qui est en Côte d'Ivoire actuel. L'espace Maou de l'établissement des SIA, c'est-à-dire des patricans Malinké à la présence coloniale, 16e siècle, première moitié du 20e siècle. Voilà. Donc, félicitations au docteur Bakayoko Abou. Je viens de boucler ici la présentation de sa thèse. Bientôt, je vais commencer la présentation d'une autre thèse, je pense. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai commencé déjà une autre. Hein. Je ne suis pas sûr de cela. Bon, peut-être que j'ai commencé à présenter peut-être les dégâts aussi. J'ai commencé à présenter la thèse des dégâts qui a été fait par Ouattara Mamadi Noumké. Voilà. Je vais poursuivre cela. Donc, pour Bakayoko Abou, je m'arrête là. On a présenté l'essentiel. On n'ira pas... on va pas aborder le côté social et puis aussi le côté qui concerne, disons, la colonisation. Voilà, ici le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.